À la une ce soir. C'est quoi ça? Ça? C'est du changement. La CAQ comparée à un sandwich périmé dans une publicité, le PQ lance son offensive électorale. Une pub qui fait le bilan réel de la CAQ, qui est catastrophique en termes de gaspillage, d'improvisation et de promesses brisées. Au fédéral, Stephen Guilbeault va annoncer demain qu'il quitte la vie politique. Aussi, vague de chaleur hâtive en Europe, inquiétude face au changement climatique. Les gens ont vraiment l'impression que ça devient finalement une réalité parce que année après année, on bat des nouveaux records. Les Canadiens encaissent une deuxième défaite face à la Caroline. On tire de l'arrière, mais on n'est pas mort. On continue. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors, c'était dans l'air, c'est maintenant confirmé. Stephen Guilbeault va annoncer à la Chambre des communes demain qu'il quittera le caucus libéral et son poste de député de Laurier-Sainte-Marie pendant l'été. Je vous rappelle qu'il a démissionné de ses fonctions de ministre. C'était en novembre dernier. Je vais discuter de tout ça avec notre collaborateur Alain Reyes un petit peu plus tard. Mais d'abord, hier, en plein match de hockey à heure de grande écoute, vous avez peut-être remarqué cette nouvelle publicité. Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. Alors, Laurence, ça sent de plus en plus les élections, là. Oui, tout à fait. Et le PQ l'a même admis qu'il y a d'autres publicités du genre qui s'en viennent parce qu'on est en pré-campagne. Dans cette pub-là, vous l'avez vu, on voit une cliente qui ramène son sandwich au commis en disant qu'elle n'est pas satisfaite. Et là, le commis change son sandwich, mais garde les mêmes ingrédients qui sont pourris. Alors, le message que le PQ semble envoyer dans cette publicité-là, c'est que même si la CAQ a fait des changements, là, comme l'arrivée de Christine Fréchette, eh bien, le parti n'a pas changé pour autant. Donc, ça a été beaucoup d'argent investi là, dans cette publicité-là, quand même, de la diffuser pendant un match des Canadiens, qui est probablement l'événement télévisuel le plus écouté en ce moment. Ça doit pas rien coûter, là. Alors, on peut se demander pourquoi c'est la CAQ qui est visée dans cette publicité-là, alors que, pourtant, c'est les libéraux là, qui sont nez à nez avec le PQ dans les sondages. Voici la réponse du chef. C'est une pub qui porte sur le bilan réel de la CAQ, qui est catastrophique en termes de gaspillage, d'improvisation et de promesses brisées. Ce gouvernement Legault-Fréchette a bel et bien un bilan de gaspillage des fonds publics éhonté et de promesses brisées, de changement de cap qui démontrent une improvisation. Donc, c'est un message parmi plusieurs que vous allez voir dans une séquence. Donc, le bal des publicités qui est lancé. Maintenant, Laurence, sur un autre sujet, parle-moi de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui a dû défendre une autre explosion de coûts dans la transformation numérique. Oui, tout à fait. Ce matin, l'étude des crédits budgétaires de son ministère qui a été bousculée par la publication d'un article de Radio-Canada selon lequel le coût d'un volet du programme Votre santé aurait bondi de 600 %. Alors évidemment, les partis d'opposition avaient beaucoup de questions pour la ministre. Elle a d'ailleurs eu beaucoup de difficultés à répondre aux questions. Elle a renvoyé la balle à plusieurs reprises à Santé Québec, même que le député libéral a dû lui répéter plusieurs fois la question. On a finalement compris qu'il y a 2 volets, il y a eu des dépassements de coûts dans un de ces volets. Alors, au lieu d'être à la merci constante d'une firme qui développe un produit avec nous et qui va aller le vendre après sur le reste de la planète, c'est ça l'orientation. Là, je comprends que ça, c'est dérangeant, mais c'est la bonne pratique qu'on est en train de faire. En fait, premièrement, ce qu'on constate, c'est que projet après projet de transformation numérique en santé, le gouvernement a perdu complètement le contrôle et on le voit aujourd'hui, l'explosion de 600 % par rapport au coût initial du contrat. Et parlant de dépassement de coûts, il y a le commissaire au lobbyisme qui a déposé son rapport spécial concernant le fiasco SACLIC tout à l'heure. Et lui, il estime qu'il est plus que temps d'agir pour encadrer davantage les lobbyistes. Là. Il ajoute que la loi actuelle est pas satisfaisante pour éviter justement des fiascos comme on a connu avec SACLIC, comme on pourrait peut-être connaître là, avec le réseau de la santé comme on l'a vu tout à l'heure. Oui, pas rassurant quand même tout ça. Merci beaucoup, Laurence.
Les États-Unis ont frappé aujourd'hui des sites de missiles dans le sud de l'Iran. Ces attaques qui surviennent alors que des progrès seraient en cours, semble-t-il, dans les négociations sur la guerre au Moyen-Orient. Sabrina, donc, l'Iran menace maintenant de riposter. Oui, parce qu'il y a également des attaques sur des navires. Alors, les gardiens de la Révolution ont dit aujourd'hui qu'ils seraient en droit, en fait, d'aller outrepasser le cessez-le-feu et d'attaquer également les États-Unis. Donc, on ne sait pas vraiment, ça va venir affaiblir les négociations entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis, qui travaillaient pour arriver à une entente. Mais ça accroche toujours là, au niveau du programme nucléaire. D'ailleurs, il y a le président américain Donald Trump qui va tenir une réunion du Conseil des ministres demain à Camp David et plus tôt aujourd'hui depuis l'Inde. Le secrétaire d'État américain est revenu sur le détroit d'Ormuz. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. I mean, there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. Oui. Et ouais, maintenant, on va parler en fait des vagues de chaleur en Europe. Donc, on se transporte carrément de l'autre côté de l'océan Atlantique. Donc, vraiment, vagues de chaleur en Europe. On parle de records de température qui ont été enregistrés voilà, au cours des derniers jours. Il y a de nombreuses personnes qui sont décédées également lors des derniers jours. Alors, voici un compte-rendu de la situation. Tous les moyens sont bons pour se rafraîchir, que ce soit à Vienne, en Autriche, ou à Paris et en Bretagne, où touristes et citoyens doivent jongler avec cet épisode caniculaire. C'est une catastrophe. En vrai, ça va, mais... Pas trop habitué, justement, mais bon, faut dire ce qui est, la Terre reprend ses droits. Cet épisode de chaleur est totalement inédit et historique. On n'a jamais observé un tel épisode météorologique de chaleur avant au 1er juin. Depuis la fin de semaine dernière, un large anticyclone a généré un dôme de chaleur au-dessus d'une partie de l'Europe, ce qui fait augmenter la chaleur de jour en jour. Cela témoigne de cette situation exceptionnelle. En France, 13 départements ont été placés en vigilance orange canicule. À Londres, un nouveau record de température a été enregistré pour un mois de mai, soit 35 degrés. I've been forecasting for nearly 20 years and I just feel like, we're just constantly seeing new records broken, particularly with temperatures, but perhaps heavy rainfall events as well across not just the UK, but around the world. And we will be looking, our climate scientists at the Met Office will be studying this event. Plus de 300 records mensuels de chaleur ont été battus. En Espagne, par exemple, les gens adaptent leur horaire en conséquence des pics de chaleur. Les gens débutent leur journée beaucoup plus tôt, vers 7-8 heures le matin, pour la terminer en début d'après-midi, vers 14-15 heures, 14 heures maximum, et éviter donc de travailler aux heures les plus chaudes de la journée, particulièrement pour les gens qui travaillent en extérieur. Les Européens ne sont pas au bout de leur peine. Le mercure pourra atteindre 38 ou même 39 degrés mercredi. Sabrina Rivet pour Nouveau Info. Comprendre le processus de radicalisation qui mène à la violence. Un panel qui s'est penché sur cette question pour souligner les 10 ans du Centre de la prévention de la radicalisation. D'ailleurs, l'organisation change de nom cette année pour Ville sans violence. Explication de Lila Mouche. 10 ans de prévention d'extrémisme violent. Où en sommes-nous? 70% des jeunes dans la dernière année ont été exposés à des propos haineux en ligne et 13% d'entre eux le seraient exposés au quotidien. On parle souvent des crimes haineux, de la hausse des crimes haineux. Ça, c'est un indicateur qui est relativement fiable. Les crimes haineux déclarés par la police, qui sont compilés par Statistique Canada, depuis 5 ans, ils sont relativement stables. L'enjeu, c'est que depuis 2018, ils ont plus que doublé. Donc, on est autour de 5000 crimes haineux déclarés au Canada. Les derniers chiffres datent de 2024. Ça fait plusieurs années qu'on parle d'une violence en augmentation chez les jeunes. Ça se traduit aussi dans les féminicides. 10 femmes sont déjà mortes au Québec en 2026 sous les coups de leur ex-conjoint ou partenaire. Mais il y a aussi la violence verbale, la haine sur les réseaux sociaux, la violence idéologique ou encore le mouvement Incel qui fait son chemin dans les écoles. On sait bien qu'il y a 10 ans, lorsque le centre a été fondé en 2015, c'était au tournant de l'attaque qui avait eu lieu à Ottawa, l'attaque qui avait eu
eu lieu également à Saint-Jean-sur-Richelieu et du départ de plusieurs étudiants de collège pour aller combattre aux côtés de l'État islamique. Donc ça, c'était un peu l'ambiance, si on veut, qui régnait au moment de l'émergence du centre, de la fondation du centre. Par la suite, les enjeux se sont relativement transformés par l'actualité, par les différents mouvements aussi qu'il y avait au sein de la société. La réalité des violences sur lesquelles on travaille aujourd'hui font état aussi de beaucoup de préoccupations autour des théories de complot, de désinformation. La haine en ligne se véhicule de façon plus rapide. La dernière décennie a aussi été marquée par de nombreux attentats à travers le monde, comme en 2015 avec l'attentat du Bataclan ou en 2017 avec l'attentat de la mosquée de Québec. Vous savez, il y a 10 ans, quand on parlait de polarisation sociale, les gens me regardaient, l'air de dire « mais vous êtes à l'université, vous, hein? De quoi vous nous parlez ?» Il y a les terroristes et puis il y a le monde normal et puis ça s'arrête là, avec des biais très importants qui touchaient les terroristes, c'est les autres et c'est pas nous. Je pense qu'on a évolué vers cette impression que c'est quelque chose qui concerne toute la société. À chaque fois, les individus qui s'étaient radicalisés avaient suivi un long cheminement vers la violence. Tout ce qui est processus de radicalisation, c'est multifactoriel. C'est-à-dire que c'est vraiment difficile de mettre le doigt sur un facteur en particulier. Les individus vont commencer à concevoir le monde comme étant binaire. C'est-à-dire qu'il y a des amis, il y a des ennemis. Il y a le bien, il y a le mal. Plusieurs facteurs de polarisation existent toujours. La montée de l'extrême droite dans de nombreux pays, les politiques identitaires, les crises économiques, les guerres ou encore les mouvements masculinistes. Et nous traversons tout cela en 2026. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Laisser le gazon pousser pendant le mois de mai, c'est une pratique de plus en plus populaire, semble-t-il. Donc, ça permet aux abeilles de se nourrir dans les pissenlits, finalement, avant que les autres fleurs apparaissent. Mais ça pourrait aussi aider à avoir un beau gazon tout l'été. Les détails avec Marc-Antoine Mailloux. Si on compare à il y a 10 ans, il y avait vraiment beaucoup moins de pissenlits. Et évidemment, la ville de Sherbrooke a resserré un peu sa réglementation, mais les gens sont beaucoup plus tolérants puis ils comprennent l'utilité du pissenlit. Il y a du monde. Ça fait une grosse différence. Je te dirais que dans les 5 dernières années, on est passé de printemps où, des fois, moi, j'essaie de pas supplémenter avec aucun sucre, tu sais, rien de tout ça. Puis, des fois, au printemps, j'étais souvent obligé de le supplémenter parce qu'il y avait des carences. Tandis que là, ça fait 2 ans que, comme mes colonies vont exploser par elles-mêmes, fait que ça, c'est, d'un point de vue d'industrie apicole, c'est vraiment bien parce que ça augmente nos marges, ça augmente notre capacité à produire plus de miel. Plus on prolonge le moment de la première tonte au début de l'année, plus ça permet aux fleurs d'avoir le temps de pousser dans la pelouse. Et donc, ça laisse la chance aux pollinisateurs qui ont très peu de fleurs en début d'année d'avoir accès à des fleurs là, qui autrement ne seraient pas disponibles. On parle souvent des abeilles, mais il n'y a pas juste les abeilles, finalement. Ah, bien sûr, il y a le papillon, il y a le coléoptère, le diptère. Il y a beaucoup des insectes qui sont le pollinisateurs et aussi les autres insectes qui sont le pollinisateurs, mais aussi pour attaquer les autres insectes qui sont les herbivores. Donc, en gros, c'est bon pour l'entretien des écosystèmes. En plus d'être bénéfique pour les insectes pollinisateurs, laisser le pissenlit sur son terrain peut être avantageux pour avoir un beau gazon tout l'été. Plus l'herbe est haute ou plus la végétation est haute, bien, plus ça permet aux racines aussi d'aller profondément. Donc, ça aide aussi à avoir une meilleure pelouse et avoir un écosystème plus diversifié, pas juste au niveau des pollinisateurs, mais aussi au niveau du sol. Le pissenlit, c'est une plante qui a été importée, puis c'est une plante qui a été importée à cause de tous ses bienfaits. Par les Grecs, c'était une divinité quasiment, mais dans le fond, cette plante-là, elle a une racine pivotante qui aère le sol, ça va amener beaucoup de pollinisateurs, ça va amener des prédateurs. Ils sont juste vraiment énervés. Je sais pas pourquoi. Mais je peux dire qu'en gros, il y a les enjeux sur le déclin des pollinisateurs comme les abeilles. Donc, si on peut faire les petites choses comme ça, juste à 30 moins les gazons, il peut aider les populations des abeilles et les autres pollinisateurs. Le mouvement de retarder la tonte en mai, ça nous amène à réfléchir sur nos pratiques de tonte le reste de l'année.
Je crois qu'on pourrait repousser l'attente bien souvent. Réduire l'attente, c'est aussi réduire les gaz à effet de serre. Ça nous permet d'économiser du temps aussi. Tout le monde y gagne, finalement. Tout le monde y gagne, effectivement. Selon les experts, il faut attendre le plus tard possible avant de tondre son gazon. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. On parle souvent des difficultés à se trouver un médecin. Eh bien, il y a un pédiatre de Montréal qui a fait des pieds et des mains pour s'assurer que 6 000 bébés aient accès à un bon suivi médical. Je le retrouve à l'instant, le docteur Matthew Donlan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédiatre et je vous retrouve d'ailleurs en direct de l'hôpital de Montréal pour enfants. D'abord, dites-moi, à quel moment vous vous êtes dit « il y a un problème, je dois m'en mêler ». Mais je suis de garde maintenant et quand j'étais de garde, j'ai souvent trouvé qu'il y a des enfants qui ont parti de l'hôpital sans suivi qui a été prévu, sans savoir quand leur prochaine visite médicale serait. Alors, j'ai commencé à appeler tous les pédiatres au Québec pour avoir un réseau PAN Québec. Puis, quand ils partent de l'hôpital, j'arrange qu'ils sont suivis. OK, donc depuis quoi, 2022, si je comprends bien? Donc, vous avez fait ça sur vos heures personnelles, finalement, là. Oui, 3-4 heures par semaine s'ajoutent sur des années. Alors oui, c'était beaucoup d'heures sur quelques années. Et comment, dans le fond, vous réussissiez à convaincre? Parce que c'est pas toujours évident pour les parents de trouver un médecin pour son bébé naissant. Comment vous vous y êtes pris pour les convaincre? J'ai trouvé que chaque communauté voulait prendre soin de leur propre communauté. Alors, quand j'ai parlé aux cliniques locales, tout le monde me disait oui. Tout le monde voulait se prendre soin de leurs propres enfants. Alors, quand on fait ça dans un aspect large, PAN Québec, on essaie de monde pour prendre soin de nos enfants. Oui. Votre hôpital a reconnu que votre projet personnel, c'était en fait un service essentiel? Oui, absolument. On a trouvé que, c'était essentiel et nécessaire pour nos familles, mais aussi que ça épargne l'hôpital de l'argent. Alors, finalement, le support est là avec toute une équipe administrative, infirmière pour nous aider maintenant. J'ai aussi eu beaucoup d'aide avec des externes médicales dans les années, alors j'apprécie le travail beaucoup. OK, donc en ce moment, rassurez-moi, vous ne passez pas vos soirées quand même à téléphoner encore des médecins, donc c'est toute une équipe autour de vous aussi qui s'en occupe, pardon. Non, Allez-y. Mes soirées sont réservées maintenant pour les matchs d'habitants. J'espère. Hey, parlez-moi, Dr. Donlan, de l'importance d'avoir un suivi dès la naissance, même pour les enfants là, qui arrivent en santé, là. Mais c'est important qu'on suive la croissance et le développement de nos bébés pour être certain qu'ils attrapent leurs milestones. Alors, c'est important qu'ils l'ont suivi à 2, 4, 6 mois, 1 an, pour être certain qu'on ne manque pas quelque chose qui arrive. Oui. Est-ce que vous avez réussi à parler de votre initiative à Santé Québec? J'ai pas réussi à parler avec Santé Québec encore. J'ai eu quelques démarches pour arriver, mais c'est pas arrivé encore. J'espère d'être capable de parler avec eux bientôt. Oui, c'est quand même assez simple de vous rejoindre. La preuve est que vous êtes là ce soir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, bien appréciés. Puis ces bébés-là, ça sera de futurs partisans du Canadien. Merci beaucoup. J'espère. Merci à vous. Bye-bye. En Belgique, maintenant, un train a violemment percuté un autobus scolaire ce matin. L'accident a fait 4 morts, dont 2 adolescents de 12 et 15 ans. Un chauffeur et un accompagnateur ont aussi perdu la vie, malheureusement. 5 autres élèves se trouvent dans un état critique mais stable. Pour une raison encore inconnue, le minibus a franchi la barrière fermée du passage à niveau dans le feu rouge. C'est Étienne qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce soir, Alexandra en Estrie. Mais d'abord, je commence avec toi, Juliane, à Québec. L'industrie acéricole qui atteint des sommets cette année, mais l'enjeu des terres publiques inquiète les producteurs. Exactement. Les producteurs et productrices acéricoles du Québec avaient leur assemblée générale annuelle à Lévis. Aujourd'hui, ils pensent que c'est le moment idéal pour lancer un dernier cri du cœur et dénouer l'impasse avec le gouvernement actuellement. Je vous rappelle l'entente de principe qui était sur la table. Le gouvernement s'est engagé à octroyer 50 000 hectares de terres publiques pour l'industrie du sirop d'érable dans les 20 prochaines années. On est 1 an après cette promesse-là et on a reculé du côté du Bas-Saint-Laurent notamment. On a octroyé seulement 1000 hectares alors que 2000 était convenu, ce qui avait semé la grogne à travers l'industrie. Et pourquoi est-ce qu'on demande plus de place sur la carte? Eh bien, c'est parce que l'industrie, elle est en pleine expansion, en forte croissance. Alors,
en 2026, ça a été assez intense. Je vous laisse entendre quand même Luc Goulet, le président des PPAQ. Notre filière se développe, les producteurs, on a des croissances des exportations d'une manière exceptionnelle. 17 de croissance, c'est du jamais vu. On a besoin de ces superficies-là. On avait 2 régions au Québec, c'était l'Estrie puis le Bas-Saint-Laurent qui étaient problématiques. On nous a certifié du 2000 hectares. Présentement, on nous a sorti toutes sortes de conditions à l'automne pour dire que ce n'était plus le 2000 hectares. Moi, je pense que présentement, le gouvernement du Québec doit trancher. On parle de 50 000 hectares au Québec pour se développer. Puis ça, c'est dans les 20 prochaines années. Avec la croissance qu'on a présentement, le 50 000 hectares ne fera pas le travail. Alors, vous l'avez entendu, il fait la demande aussi auprès des futurs élus prochainement pour la prochaine campagne électorale. Merci, Juliane. Maintenant, Alexandra, les 200 employés d'une usine centenaire de Sherbrooke sont en grève. Tout à fait, Marie-Christine. Alors, c'est l'usine Bill Wright, une usine américaine bien établie à Sherbrooke depuis 1908 et on a très rarement vu des employés faire du piquetage. Alors, cette grève, oui, est générale et limitée qui a débuté ce lundi et c'est vraiment les salaires qui sont au cœur des négociations. Alors, des pourparlers, 12 rencontres qui ont eu lieu jusqu'ici et c'est vraiment l'impasse. Alors, la convention collective de ces employés qui est échue depuis décembre 2025. On a bien sûr été sur le terrain, les rencontrer. Vous allez voir, pour eux, c'en est assez. Ça fait des mois qu'on fait rire de nous autres. On a été patients depuis 2022. On demande le rattrapage de ce qu'on a perdu comme pouvoir d'achat à cause de l'inflation, que ça a grimpé en flèche. Ils veulent pas rattraper. Ils veulent rien nous offrir de nouveau, de mieux. On sent un mépris total de l'employeur. Il y a des nouveaux dirigeants en place. Ils n'ont jamais travaillé avec un monde syndical. On dirait qu'ils veulent absolument nous casser. Ça fait 15 ans que je suis ici. On n'a aucune réponse. On n'a rien devant nous. Alors, pour ces employés rencontrés par Nouveau Info, c'est un non-sens puisque l'employeur cumule les contrats, continue d'engager plusieurs employés dans les dernières années. Alors, on dit que la production de caoutchouc, donc, est à l'arrêt pour le moment. On a bien sûr tenté de parler avec les employeurs et ils ont refusé nos demandes d'entrevue. Oui, merci beaucoup, Alexandra. Maintenant, Étienne, le pont de la rivière Auvaz sur la route 170 va finalement rouvrir le mois prochain après quoi? 3 ans de fermeture? Oui, effectivement, la route 172 qui était fermée depuis 2023 après plusieurs évaluations, des analyses et un chantier là, qui s'est débuté en juillet 2025. On peut enfin ouvrir le pont, là, comme tu l'as mentionné, en juin 2026, donc très prochainement. Le nouveau pont qui vient remplacer l'ancien ponceau qui se détériorait beaucoup là, depuis plusieurs années. Un projet d'environ 8,6 millions de $. Je vous laisse entendre là, le MTMD commenter le dossier. C'est un pont qui fait 67 mètres de long par environ 13 mètres de large. Là, présentement, vous voyez, là, il manque les systèmes de dispositifs de sécurité de chaque côté. Ensuite de ça, on va venir là, un petit peu sandblaster la dalle, comme on appelle, puis mettre une membrane d'étanchéité, puis faire le pavage par-dessus. Une voie de contournement avait été construite là, sur la route Adélard, juste en arrière de la route de la rivière Auvaz pour contourner là, ces constructions-là. Il faut mentionner ces 5700 personnes qui traversent quotidiennement la route 172 par le pont de la rivière Auvaz, situé là, entre Shipsha et Chicoutimi à Saguenay. Merci beaucoup, Étienne. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. À Ottawa, Stephen Guilbeault, sur le point de démissionner du cabinet Carney, analyse avec Alain Reyes. Seine-Provinciale, la ministre de la Santé, a dû justifier de nouveaux dépassements de coûts dans un projet informatique. Et avec Alex Perron, on revient sur les surprises aux American Music Awards. Mais d'abord, revenons sur le verdict de culpabilité de Serge Audette pour le meurtre, vous le savez maintenant, de Patricia Ferguson en 1996. Oui, il y a eu à la base le travail journalistique dans le cadre du documentaire L'appartement 5, mais il faut aussi parler de l'enquête policière qui s'en est suivie. C'est le projet Memento, c'est comme ça que ça s'appelait, qui fait référence, Memento, donc à la mémoire, au souvenir. Pour en parler, je retrouve notre collaborateur aux affaires policières, Yannick Dio. Bonsoir, Yannick. Salut, Marie.
Hier, au moment du prononcé du verdict, Yannick, ça a été un soulagement, évidemment, pour les proches de la victime, mais aussi pour les policiers qui ont mené cette enquête-là. Oui. Effectivement, c'est un cas quand même qualifié d'exceptionnel. La collaboration qu'il y a eu Bon, malheureusement, Yannick, on a un léger problème de son. Alors, bien sûr, on parlait de cette enquête policière. Celui que vous voyez présentement, c'est Serge Audette lorsque je l'ai confronté. Évidemment, quand on fait un travail comme ça, journalistique, par la suite, ce sont les policiers qui mènent l'enquête. Il y a eu de nombreux effectifs qui ont été déployés par le service de police de la Ville de Montréal à ce moment-là. Toutes sortes de techniques d'enquête pour arriver justement à déposer le dossier au bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales qui a analysé ce dossier-là qui était quand même très, très épais parce que vous comprendrez que l'enquête a duré des mois et par la suite, le DPCP a décidé de déposer des accusations et il y a eu ce long procès. Malheureusement, là, on n'est pas en mesure de retrouver la communication avec Yannick Dion. On sera peut-être en mesure d'en parler un petit peu plus tard. Je vais vous parler des gens, bien sûr, qui sont aux prises avec des allergies saisonnières par les temps qui courent. Ils passent certainement un mauvais quart d'heure parce qu'il y a la présence de pollen qui est plus marquée, notamment en raison des changements climatiques, mais c'est aussi parce que la chaleur est arrivée brusquement cette année. Les explications de Lily Mercure. Ça commence à se ainsi, le pollen des arbres, là. Oui. Alors, effectivement, là, ça m'affecte. Les yeux me piquent, des éternuements. Vous l'avez peut-être remarqué, les allergies saisonnières sont arrivées plus tôt et frappent plus fort cette année. Effectivement, les arbres ont commencé à fleurir plus de bonne heure et c'est notamment en raison des changements climatiques. Les étés sont plus longs, les printemps plus précoces et notamment depuis les dernières années, on voit aussi qu'il y a une problématique au niveau des émissions de GES, notamment quand on parle de plus de CO2. Donc ça, c'est un effet aussi qui est dû à nos activités humaines, qui a cause à effet d'augmenter donc le réchauffement climatique et de par ce réchauffement climatique qui déplace les saisons, qui les allonge. Plus de CO2 invite aussi les plantes à capter plus de CO2 et donc de dégager beaucoup plus de pollen. C'est quand même 20 des adultes qui ont des symptômes au pollen selon l'enquête québécoise sur la santé des populations. Quand il y a de l'humidité, tout gonfle, le nez, les yeux. Les allergies, c'est soudain, on vient enfler, on vient congestionner, puis ça part, ça finit avec des antihistaminiques. Chaque année, ce serait apparemment la pire saison de pollen. En réalité, en fait, ça dépend du temps que le printemps a pris à arriver. Alors, si le printemps arrive tôt, ce qui va se passer, c'est que les pollens d'arbres vont sortir un après les autres. Donc, d'abord le noisetier, ensuite l'aulne, ensuite le bouleau, puis ça va finir avec le chêne. Donc, ça va être étendu. Donc, les gens vont dire que c'est la pire saison parce qu'elle a duré pendant plusieurs mois. Alors que si, comme cette année, on a un retard dans l'apparition du printemps, là, on va avoir plusieurs types d'arbres qui vont polliniser tout en même temps. Donc, ça va être plus court, mais ça va être plus chargé en allergènes. Donc là, les gens vont dire que c'est la pire saison. La situation ne risque pas de s'améliorer non plus si les émissions de gaz à effet de serre restent au même niveau d'après l'Association pour la santé publique du Québec. Il y a même une étude publiée en 2022 qui avertissait que sans réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre, la saison du pollen commencera 40 jours plus tôt et se conclura 15 jours plus tard à la fin du siècle. Fait que les gens seront beaucoup plus exposés beaucoup plus tôt. Et aujourd'hui, on entend beaucoup l'impression de certaines Québécoises et Québécois qui se sentent pris par justement des rhinites plus tôt. Ça varie beaucoup, d'une année à l'autre. Cette année, c'est plus. L'an prochain, ce sera moins. Quel genre de symptômes vous avez? C'est comme tout le monde, le nez qui bouche, les yeux qui coulent, qui piquent. Puis ça a l'air banal parce que, comme je viens de dire, ça ne peut pas te tuer, mais ça t'empêche de fonctionner. Donc, on parle beaucoup d'absentéisme, mais en fait, dans le cas des allergies respiratoires, on parle de présentéisme. Tu vas à ton travail, tu vas à l'école, mais tu es zéro fonctionnel parce que ça fait juste piquer. La saison des allergies qui vient à peine de commencer se termine à la mi-octobre avec le pollen de l'herbe à poux. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info.
les annonces faites par la première ministre Fréchette qui visent à aider les Québécois à faire face au coût de la vie, ça fait encore jaser aujourd'hui. Il y a plusieurs experts qui s'inquiètent de l'état des finances publiques de la province. Tout de suite, on fait le point avec l'économiste en chef de IA Groupe Financier, Sébastien McMahon. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles mesures? Bien, des mesures ciblées qui aident vraiment les gens qui en ont besoin. Il n'y a personne qui va être contre ça. Quand les économistes comme nous se soulèvent, c'est quand il y a des dépenses qui touchent un peu trop de monde, quand on n'est pas prudent avec l'état des finances publiques. Parce que les finances publiques, vous savez, c'est un bien commun dont on bénéficie tous. On en a tous de besoin d'avoir des finances publiques saines. On les confie au gouvernement, ces finances publiques-là. Quand on voit des mesures comme ça qui ont une saveur électoraliste, bien sûr, ça peut nous faire sourciller. Comment réussir à trouver un équilibre, justement, entre aider concrètement les contribuables qui sont pris à la gorge et protéger en même temps les finances publiques? Bien, l'idée, c'est toujours de dépenser selon nos moyens, puis selon les besoins de la population. Donc, de viser exactement les ménages qui en ont besoin. Quand on parle d'envoyer de l'argent aux gens qui bénéficient du crédit d'impôt pour solidarité, c'est exactement le genre de mesure qu'il faut faire. Ces gens-là bénéficient de ce crédit-là parce que leurs revenus sont plus faibles, la fiscalité est là pour redistribuer la richesse dans la population. Mais quand on a des mesures qui touchent tout le monde, comme quand on baisse la TVQ sur des produits à l'épicerie, que les gens riches vont en bénéficier un petit peu plus, malgré que c'est environ $1 par semaine, donc c'est pas grand-chose en moyenne. Le droit d'immatriculation, c'est un peu la même chose aussi. Donc le réflexe, c'est si vous et moi on en bénéficie, probablement que les mesures sont mal ciblées. Ouais. Le ministre des Finances assure, lui, que la dette est bien gérée, puis surtout qu'il a la marge de manœuvre nécessaire pour justifier les dernières annonces. C'est un peu contradictoire avec le courriel qu'il a envoyé à la première ministre le 2 mai. Là. Oui, c'est contradictoire. Probablement que M. Girard, l'économiste, je ne suis pas sûr qu'il sera en accord avec M. Girard, le politicien, parce que M. Girard, c'est l'ancien trésorier de la Banque nationale. Lui-même le dit souvent qu'il a toujours été payé pour s'inquiéter. Les finances publiques, on a un déficit de 8,6 milliards cette année. On a un déficit à résorber d'environ 2 milliards de dollars par année à partir de 2029-2030. Il faut trouver des économies d'impôts qui vont être récurrentes. Et puis là, maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on rajoute des dépenses qui sont récurrentes à hauteur de 335 millions de dollars par année. Donc, on fait un pas par en arrière plutôt que par en avant. Donc, il y a une certaine contradiction ici qui est assez évidente. Oui. En tant qu'économiste, quand vous regardez les budgets des grands projets numériques qui explosent, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous analysez ça, vous? Bien, des projets informatiques, vous savez, une des règles d'art, c'est que ça coûte toujours plus cher, donc on ne se surprend plus aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une question de gestion des finances publiques. Si on a des surprises comme ça négatives qui arrivent, c'est pour ça qu'on a des provisions pour éventualité. Donc après ça, aller puiser dans ces provisions-là pour faire des promesses électorales. Puis bien sûr, tout le monde les voit, les sondages, on sait la situation dans laquelle la CAQ se trouve. Là, on voit qu'il y a une dissonance cognitive avec la saine gestion quand il y a des mauvaises surprises qui arrivent et puis utiliser cet argent-là, la dépenser de l'autre côté aussi. Donc, on ne peut pas dépenser le même dollar deux fois. Donc, encore une fois, c'est notre mesure qui nous fait sourciller comme économiste. Oui. Puis la gestion évolue, évidemment, si on s'approche d'une campagne électorale. Monsieur McMahon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci, à plaisir. Salut Alain. Salut Marie-Christine. Alors, le député Stephen Guilbeault, c'est confirmé, on savait que c'était dans l'air aujourd'hui, mais il va annoncer demain qu'il quitte complètement la politique? Oui, d'après les informations qu'on a, il va annoncer qu'il va quitter complètement la politique. Il y aurait eu une genre d'entente où il restera encore quelques semaines pour finir la session et pas mettre le gouvernement libéral dans le trouble comme député indépendant. Mais on parle d'une question de jours ou de semaines avant qu'il quitte complètement le Parti libéral et son travail de député au Parlement canadien. Bien, on comprend qu'il ne veut pas faire ça avec fracas parce que sinon, je pense que M. Guilbeault aurait pu quitter lorsqu'il a quitté ses fonctions de ministre. C'était en novembre dernier. Là. Oui, exactement. Donc, en novembre dernier, c'est là qu'il y a eu la première cassure quand Mark Carney a laissé sous-entendre qu'il était ouvert à ce qu'il y ait une nouvelle construction d'un pipeline pendant le prochain mandat. Pour attacher l'Alberta, on le sait, là, il y a un référendum qui se joue là. Il a juste quitté son rôle de ministre, mais on sentait qu'à chaque fois qu'il y avait une annonce, il sortait publiquement sur la place publique. Il ne se gênait plus. C'était une question de jour. C'était honnêtement, Marie-Christine, complètement insoutenable pour lui. Ça va se faire aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment la politique
de la politique que M. Guilbeault voulait faire ou son combat, ça reste intrinsèquement le climat? Je me suis amusé à retourner en arrière. Là, Stephen Guilbeault, pour les gens qui nous écoutent, il faut se rappeler, c'était un militant, mais aussi un activiste écologique avec Greenpeace, avec Équiterre. Pendant plusieurs années, il a été ministre sous Justin Trudeau de l'Environnement et des changements climatiques de 2021 à 2025. Donc, il avait décidé de rentrer en politique dans un parti qui n'était pas nécessairement considéré comme vert, mais pour être un militant pragmatique. Donc, mettre de côté l'activiste et essayer de changer des petites choses. Et là, en regardant Mark Carney, qui recule sur bien des enjeux environnementaux. Non, puis quelqu'un disait, dans le dernier programme électoral, on parlait d'environnement plus d'une vingtaine de fois et jamais de pipeline. Puis là, aujourd'hui, on ne parle plus d'environnement dans le gouvernement de Mark Carney, puis on parle de construction de pipeline. Donc, on voit qu'il y a une cassure majeure. Et il n'est pas le seul. Oui, c'est ça. Une quinzaine de députés libéraux qui n'ont pas voulu se nommer ont écrit directement à Mark Carney la semaine passée pour dire qu'ils étaient inquiets présentement face au changement climatique. Donc, est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais est-ce que tu penses que le départ qui sera annoncé demain de Stephen Guilbeault, ça va faire en sorte que Mark Carney pourrait faire d'autres annonces, pourrait adapter un peu son plan? Il a l'air d'être déterminé par rapport à son plan de faire en sorte que le Canada devienne indépendant énergétiquement. Donc, je ne crois pas qu'il va changer, mais est-ce que ça va amener d'autres députés à se questionner? Parce que là, il faut se rappeler, il a une majorité extrêmement faible. On sait déjà que Jonathan Wilkinson sera le prochain ambassadeur du Canada en Europe, donc une autre élection partielle. Stephen Guilbeault et il y a Nate Erkin-Smith en Ontario qui veut briguer la chefferie du Parti libéral de l'Ontario. Donc, on parle de 3 élections partielles. Ça remettrait à risque la majorité de Mark Carney. En péril, oui, c'est le bon terme. Tu peux le dire. Alain, je vais aller faire... Évidemment, demain, on va suivre ça. Pour vous, de très près, ça devrait être annoncé demain matin, puis 16h30. Il va l'annoncer officiellement aux membres du caucus le matin et il devrait faire un discours en milieu d'après-midi, fin d'après-midi au Parlement canadien. Parfait. Évidemment, on garde un œil là-dessus. Je veux qu'on aille faire un tour à l'Assemblée nationale parce qu'aujourd'hui, ça a été confirmé. L'ex-députée libérale devenue indépendante, Sona Lacoyenne, va devoir payer la fameuse amende de 8 000 $ concernant le manquement à l'éthique. Oui, elle a été reconnue coupable par la commissaire à l'éthique pour manquement à l'éthique parce qu'elle a utilisé son bureau, ses employés dans la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. C'est une première, ça, hein? C'est une première. Une amende de 8 000 $ qu'un député va payer, puis elle a confirmé qu'elle allait le payer. Et surtout, ce qui était grave, c'est qu'elle a fait embûche au travail de la commissaire à l'éthique. Elle a falsifié les documents, elle en a caché, elle en a supprimé. Mais malgré tout, elle reste en poste. Elle reste en poste comme députée indépendant. Tous les députés de l'Assemblée nationale ont voté pour ce blâme-là, incluant l'amende, incluant les députés libéraux. C'est un message assez clair. Elle a aussi confirmé qu'elle avait été rencontrée par l'UPAC. L'UPAC, important de le dire, dans le dossier des brownies. Fameux brownies. Bien, merci beaucoup, Alain. On va continuer de suivre ça aussi. Ça fait plaisir. Bonne journée. À demain. Le Canadien devra se ressaisir après sa défaite en prolongation d'hier. On en parle avec les collègues du 5 à 7 dans un instant. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, soirée surprenante hier au American Music Awards. Oui, d'abord, ce qu'on a vu, c'est les Pussycat Dolls qui étaient là hier en surprise pour un numéro nostalgique. Donc, elles ont interprété leur plus grand succès. Effectivement, une soirée assez surprenante. La chanteuse Taylor Swift, qui avait pourtant 8 nominations pour son album The Life of a Showgirl, est repartie les mains vides. En fait, elle n'est même pas repartie puisqu'elle n'était pas au gala. Ah bon, elle n'est même pas arrivée. Elle n'est même pas allée. Ben, coudonc. À l'inverse, Sabrina Carpenter, qui avait gagné aucun Grammy, eh bien, cette fois-ci, elle a gagné 3 prix. Album pop de l'année, album de l'année et aussi meilleure chanteuse pop de l'année pour son album Men Best Friend. Et du côté du country, bien, en ce moment, c'est pas surprenant, c'est Ella Langley parce qu'elle rave tout en ce moment. Alors, meilleure artiste féministe country et aussi meilleure chanson country pour Choosing Texas, qu'on voit exactement. Elle est sur une lancée, cette jeune de 27 ans. Alors, c'est parti pour elle.
Maintenant, parle-moi de la Québécoise Enola Bédard qui va danser avec Shakira durant la finale de la Coupe du monde de soccer. Exactement, c'est ce qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux. Alors donc, elle va participer au numéro de la finale de la Coupe du monde de soccer aux côtés de Shakira. Elle a fait un clip sur son TikTok. Elle a 16,5 millions personnes qui la suivent. Comme moi. Oui, exactement, sur la chanson officielle de Shakira de la FIFA. Elle a tagué Shakira. Ses abonnés se sont mis aussi à taguer Shakira. Donc, ça a attiré l'attention de l'équipe de la chanteuse. Et finalement, ils l'ont invitée à se joindre à cette soirée-là. Écoute, c'est pas que son premier barbecue à Enola Bédard. Elle a déjà dansé avec Usher, avec Shania Twain et aussi avec Jennifer Lopez. C'est un bon CV quand même. Ouais. Parle-moi de Mike Ward qui a passé proche de devoir reporter ses 2 spectacles au Centre Bell. Oui, parce qu'en fait, à cause de la Coupe Stanley et des Canadiens, ces spectacles de vendredi et samedi de cette semaine auraient pu être remis au mois de juillet. Mais finalement, comme le Canadien a perdu son 6e match contre Buffalo, bien, on a pu garder le calendrier exactement pareil. Donc, les spectacles qui vont terminer sa tournée de 2 ans de Modeste vont pouvoir avoir lieu ce vendredi et ce samedi aussi. Et naturellement, comme Mike Ward ne fait rien sans... Oui, c'est ça. Alors, il va y avoir aussi 2 enregistrements de sous-écoute au Centre Bell devant le public. On se rappelle qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans, il a battu le record dans les records Guinness comme en fait le plus grand nombre de spectateurs dans un balado. Et il faut savoir aussi qu'il y aura captation de Modeste qui sera aussi disponible à peu près vers la fin de l'été sur Netflix. T'as combien de millions d'abonnés, toi? 3. 3? Juste 3, même pas 3 millions. C'est ça. À demain. Alex, à demain. Les sports dans quelques minutes. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Il va falloir rebondir, là. Hein? Oui, absolument. C'est mon éditorial. OK. Il n'y a que 3 matchs de jouer. Oui, mais alors, quand même, il faut se... Oui, mais ça représente très bien l'état d'esprit des amateurs du Canadien aujourd'hui. Mais Martin Saint-Louis, aujourd'hui, là, a lancé un message... puissant? Au calme. Écoutez. J'attends qu'on se présente, tu sais. On tire de l'arrière, mais on n'est pas mort. Tu sais, on continue. C'est ça. Voilà, on n'est pas mort. Et voilà, c'est vrai. On n'est peut-être pas fort, mais on n'est pas mort. C'est vrai que les 2 dernières performances du Canadien ont laissé un petit goût amer. 13 tirs au but hier seulement. 12 tirs dans le match numéro 2. Les 2 matchs se sont terminés en prolongation à la faveur des Hurricanes de la Caroline. Et là, on a hâte de voir la réponse des joueurs de Martin Saint-Louis, qui pour la première fois ont perdu 2 matchs de suite depuis le mois de mars. Exact. Première fois en série. Et la deuxième fois qu'ils tirent de l'arrière, mais cette fois 2-1. Tu perds demain, tu vas t'en aller en Caroline en faisant face à l'élimination. Ça ne s'améliore pas au Centre Bell. Hein? On continue de perdre devant les partisans. 2 victoires, 5 défaites en 7 matchs éliminatoires. Et il y a une autre équipe ce soir qui pourrait partir en vacances, l'Avalanche du Colorado, qui fait face à l'élimination, pourra compter sur la présence de Nathan McKinnon qui sera de la partie. Et au championnat du monde, le Canada a terminé sa phase préliminaire avec une victoire de 4-2 contre la Tchéquie. On garde espoir, évidemment. Maintenant, certainement. le championnat de la victoire immortalisée à l'Hôtel de Ville de Montréal. Effectivement, donc, les joueuses de la Victoire de Montréal, la direction également, Daniel Sauvageau en tête, donc, se sont déplacés aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montréal pour aller signer le livre d'or. La mairesse de Montréal était là, le maire de Laval également, puisque l'équipe évolue évidemment à la Place Belle du côté de Laval. Mais Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse, a mentionné que cette victoire, elle avait permis de faire avancer, bien entendu, la place des femmes dans le sport, mais elle dit aussi souhaiter que ça inspire l'autre équipe montréalaise, le Canadien de Montréal. Et puisque je te parle de sport féminin, il y a les Roses de Montréal qui vont disputer un match cette saison au Stade Saputo. La formation, donc, de la Super Ligue du Nord va jouer au Stade Saputo. C'est le 29 août face à Halifax. Et on veut battre le record. On veut que ce soit plein. Donc, 20 000 spectateurs à peu près. Le record, il est de 14 500. Allez acheter vos billets. Il faut le battre le record pour le plus de spectateurs pour un match de soccer féminin. Maintenant, en terminant, comment s'est passée l'entrée en scène de Félix Auger-Aliassime et Victoria Mboko à Roland-Garros? Très bien pour Victoria Mboko qui a gagné son match en 68 minutes en 2 manches. Pendant qu'on voit les images de la rencontre de Félix Auger-Aliassime. 4 heures, 16 minutes, une victoire en 5 manches contre Daniel Altmaier. Mais dans la 5e manche, il tirait de l'arrière 1-4 Félix. Il s'est relevé
avec aplomb pour finalement l'emporter en 5 manches contre son adversaire. Comme le Canadien demain. On le souhaite. Oui. Denis Shapovalov a été défait, lui, au premier tour. Alors, on espère que ton cri du cœur a été entendu. J'espère. Que les Canadiens rebondissent demain. Ton niveau de confiance? Ah, c'est bon quand même, je pense. Oui. Sur une échelle de 10? C'est ça, parce que... Mettons 7. C'est bon. 7 sur 10, c'est bon, on prend ça. On se garde une marge quand même. Ben oui, il y a 3. Voilà, c'est dit. Vous l'aurez entendu à nouveau. Allez, bye. Merci. Bye, les gars. Au revoir. 24 des plus grands violonistes du monde sont réunis pour le concours musical international de Montréal. 3 Canadiens qui ont été sélectionnés. La compétition débute demain. Tous les artistes étaient donc réunis sur scène aujourd'hui pour une performance unique. L'Orchestre symphonique de Montréal va se joindre aux finalistes pour la grande finale la semaine prochaine. Bonsoir, Michel. Alors, ce soir, avec la chaleur qui revient tranquillement, il y a la saison des rues piétonnes dans plusieurs quartiers. Chaque été, il y a de nombreuses rues, entre autres à Montréal, qui deviennent piétonnes. Il y a de l'animation également. Cette année, il y a encore 7 rues dans 6 arrondissements. On parle de la rue Sainte-Catherine-Est dans le village, l'avenue du Mont-Royal, du Lutte-Est, Ontario. Il y en a comme ça. Mais il y a des projets qui vont aller plus loin que la saison estivale. Entre autres, la rue Sainte-Catherine-Est dans le village, qui doit devenir une grande artère piétonne à l'année entre Berry et Papineau. Ça fait l'affaire de certaines personnes, pas d'autres. Notre question pour ou contre la piétonisation des rues à l'année. Il y a plusieurs projets comme ça. On en débat ce soir. Piétonisation. Piétonisation. Oui, on peut se pratiquer oui. pour ce soir. Merci, Michel. Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain.